réglé. Il reste combien de cours de théorie? Il n'en reste pas gros. Quelle date qu'on est? 21. Fait qu'il en reste 2. Mais je veux quand même m'éclairer. Je suis pas sûr. Oui, Marie. L'examen est du 12 ou 21, il y a 2 dates, si je ne me trompe pas, je vais marquer. C'est le 12. Ah, c'est le 12. On attend que le stade. C'est vrai? Le stade, c'est pas 6. Ah, c'est C'est moi pas peur. quand c'est marqué 21 dans notre classe. Il me semble que c'est le 12. Non, pas vélo. Ah ouais, pourquoi la formation me dit ça? Je l'ai aussi, Bon. 21, moi, ce sera le salon. Il était après s'allumer tranquillement pas vite. Fait que bonjour tout le monde. Je vais commencer comme ça. Ça fait déjà 2 semaines qu'on s'est vus. La dernière fois, c'était avec vous autres. La semaine passée, ils ont même été chanceux ou ils ont été chanceux. J'ai sauté l'autre demi-gros. Fait que tout ça pour dire que c'est ce que je vous avais mis là, comme le calendrier. Je peux-tu me grossir? Contrôle plus. Oui, je suis capable de le grossir. Yes. Fait que vous êtes capable de le voir un peu plus. Là. Fait qu'on est le 21 avril, je pense. Ouais. Fait qu'il vous reste 2 présences. En fait, je devrais terminer ça, les écosystèmes aquatiques. Puis c'est surtout lac et rivière. Puis l'autre semaine d'après, ce qui va rester, c'est tourbières. C'est quand même un gros morceau, les tourbières. Là. Les bogues, les fennes, puis les milieux humides. Marécage, marais, terminé avec ça. Puis il vous reste après, on ne le voit pas là, mais c'est tous en présence le 12 mai. La santé publique a essayé de resserrer les normes. Fait que si on est tous en présence, on devrait avoir 2 locaux. Puis quelqu'un qui va surveiller l'autre demi-groupe. Là, j'attends les nouvelles de leurs 2 autres comme tels. Parce que ça ne me tentait pas de le faire à distance. C'est beaucoup de job pour le prof de le mettre sur Moodle. Je l'ai déjà fait à la session passée, au printemps passé. Puis j'ai trouvé ça long longtemps. À faire, là. Puis quand tu fais la correction, c'est plutôt difficile. Tu dis, ben, la réponse, c'est les lacs. Puis si vous marquez lac sans un S, mais pour lui, c'est une faute. Ainsi de suite, ça fait qu'il faut tout que je le corrige aussi. Ça fait que j'ai trouvé ça bien ordinaire. Ça fait que je vous ai prévu, donc vous allez voir que c'est assez simple, ça rejoint un peu ce qu'on a déjà vu en milieu physique, ou l'exploser un petit peu. Puis vous allez voir, c'est une partie bien importante de votre travail, du technicien en bioéco, travailler sur les lacs. La gestion des lacs, la gestion de l'eutrophisation et ainsi de suite, là, c'est une partie importante du travail en milieu aquatique. C'est ce qu'on va aborder. Je vous ai trouvé 2 vidéos qui datent un peu, mais la problématique de l'eutrophisation, ça n'a pas d'âge comme tel. C'est que ces 2 situations, celle-là, c'est un vieux reportage que j'ai trouvé sur la semaine verte de 2005, ou à peu près, sur le lac Brome. Puis l'autre, c'est la semaine à découverte, sur les algues bleues. Ce sont 2 symptômes, je dirais, ou un symptôme majeur de l'eutrophisation des lacs. Fait que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ça fait votre bonheur? Ouais. Donc, je devrais en avoir, comme d'habitude, pour 2 heures, puis regarder ça, ça va nous prendre un bon 20-25 minutes, plus 5-10 minutes de jasage entre nous autres. Tout simplement. Sans plus tarder, on part la machine. Fait que tout simplement pour vous dire que c'était ce qu'on a vu à distance toute la semaine passée, tout le monde à distance. Fait que c'est assez simple, là, vous êtes allé le regarder. Le genre de questions que je vais tourner autour à l'examen, c'est lequel est le plus productif, lequel qui a la plus grande biomasse. Des choses comme ça, plutôt que lequel qui fait le plus chaud au patati ou au patata, là, tomber dans les particularités. Pendant que j'y pense, ce matin, j'ai vu à Météo Média, parce que je regardais Météo Média pour voir si je venais en scooter ou pas. Puis j'ai décidé que non. Puis ils parlaient ce matin qu'ils ont fait des feux contrôlés en Australie.
Juste parce que c'est un paysage typique qui brûle. Fait que pour éviter que ça brûle de façon incontrôlée, ben, il allume des bouts de territoire. Ça se fait même ici, là, dans des parcs, ainsi de suite. J'ai vu ça aux nouvelles. Pour éviter de ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans ou déjà, où toute l'Australie a brûlé, et ainsi de suite. Ça fait qu'ils l'ont fait. Ça fait que ce qu'on devrait voir aujourd'hui, c'est l'écosystème lentique, une partie importante, là, les lacs, puis l'écosystème lotique, puis un petit peu l'écosystème océanique, mais vous allez le voir probablement avec Daniel l'année prochaine dans bioécologie des milieux marins. Je dis ça parce que l'année passée, ils ne sont pas allés au milieu marin. Ils ont fait ça ici, malheureusement, là, à cause de la pandémie. Ça fait que sans plus tarder, les lacs, les milieux lentiques, en fait, c'est surtout ça, les lacs. Mais en commençant, qu'est-ce qui différencie les milieux marins des milieux dulcicoles? Dulcicole, c'est d'eau douce, mais c'est la salinité, qui va jusqu'à 3 Puis, c'est des quantités de sel, fait que c'est des grammes par litre. Autrement dit, ou à peu près là, 3 grammes par litre d'eau. Puis comme je le dis souvent, on s'appelle la Terre, mais 75 c'est des océans plus. Fait qu'on devrait parler de l'océan, si vous voulez. Là. Puis le milieu marin a une grande importance dans le cycle de l'eau, puis le cycle de l'oxygène, puis le cycle du CO2 aussi. Les milieux dulcicoles, ben, c'est d'eau douce, que ça veut dire. Puis là, ben, des fois, on a des milieux saumâtres où les deux se rencontrent, comme dans le fleuve du Saint-Laurent, puis c'est la concentration en sel qui nous aide pour dire que c'est un milieu d'eau douce ou c'est un milieu d'eau salée. Mais il y en a quand même du sel là-dedans. Puis d'où proviennent les sels marins? Puis les sels, là, mais ils proviennent des roches comme telles qui se font user par l'écoulement du cycle de l'eau, tout simplement. Fait que les milieux dulcicoles, bien, la composition de l'eau va être bien reliée aux composantes biotiques des milieux terrestres qui les entourent. Là, c'est un milieu forestier, c'est un milieu urbain, c'est un milieu avec des chalets et des fosses septiques qui ne sont pas reliés puis qui débordent régulièrement, mais ça va affecter tout de suite l'eau comme telle. C'est la grosse problématique des chalets autour des lacs, mais souvent les fosses septiques sont déficientes, ce qui fait quand on tire la chaîne, c'est comme si on envoyait ça dans le lac tout simplement. Fait que plus de coliformes, plus d'azote, plus de phosphore qui viennent enrichir le plan d'eau. Puis tout simplement, aussi le climat, c'est sûr, là, mais grosso modo, c'est l'allure générale du terrain qu'on a autour là, dans le bassin versant. Ce que vous connaissez déjà, là, ce qui différencie le milieu marin du milieu dulcicole. Ça fait que si je commençais par les milieux lentiques, bien, c'est des eaux calmes, vous le savez, avec le lac étant pas marécage. Là. Puis un étang, qu'est-ce qui différencie un lac d'un étang? C'est que la profondeur d'un étang, je vais y revenir dans 2 semaines, c'est que la profondeur est moins de 2 mètres. Puis ce que ça fait, c'est que la lumière peut aller jusqu'au fond. Tandis qu'un lac, la lumière ne se rend pas jusqu'au fond. C'est ce qui limite la prolifération des plantes aquatiques. Quand la lumière est capable d'aller jusqu'au fond, tu peux avoir des végétaux sur tout le plan d'eau ou à peu près au complet. Gaël? C'est-tu la moyenne de profondeur? Parce que je m'en souviens, l'étang Saint-François, la fosse, c'était comme à 2000 mètres. Bien, ça, c'est un nom comme tel qu'on y donne, là, mais C'est un petit lac. c'est un petit lac. Allons-y comme ça. Ouais. Pour une grande partie. Oui, Marie. Le lac, c'est pas parce qu'il y a une entrée et une sortie, puis l'étang, il n'y en a pas. Non, tu peux avoir t'en as une La entrée. définition du laisser. T'en as une entrée. Il faut comprendre que si je dessinais un lac, là, je vais effacer ça. Tu as 2 sortes d'entrées. J'ai mal au bras parce que je me suis fait vacciner hier. Ça paraît pas, là. Mais je suis bon moine. Allons-y comme ça. Fait que si on prend un lac, mettons, là, c'est sûr que tu vas avoir une entrée par un ruisseau, puis une sortie par un exutoire, mais tu as aussi ce qu'on appelle tout le ruissellement diffus là, qui s'écoule directement comme ça par le côté sans qu'il rentre dans un réseau hydrographique, tout simplement. Fait que ça, tu vas l'avoir dans l'étang aussi. Tu sais, là, tu n'as peut-être pas d'entrée d'eau, mais tu vas avoir des sources qui vont rentrer par en dessous, ou peut-être juste le ruissellement diffus qu'on appelle, qui n'est pas réglé dans un plan d'eau. Ça fait que c'est sûr que j'aurais pu en parler comme un biome comme tel aussi d'un lac, là, comme les steppes
terrestre comme la forêt boréale aussi. C'est étroitement relié au biome terrestre qui les entoure. Si on a un lac en milieu coniférien, si on a un lac en milieu feuillu, si on a un lac dans un champ, ben, il va être influencé, c'est sûr. Ça fait qu'on ne peut pas... les gens qui travaillent sur la gestion de l'eau, ben, ils disent tout le temps que le lac commence à la ligne de partage des eaux. C'est là qu'il commence le lac. Et non pas sur le bord quand il y a les 2 pieds dedans. C'est vraiment cette limite-là, la limite du bassin versant. Le lac commence ici. Fait que si c'est coniférien, mais tu vas être influencé. Si tu as un forestière, tu vas être influencé parce que tu as là, veux pas, les caractéristiques de l'eau, la physico-chimie surtout, va être influencée. Comme ça. Fait que c'est pas juste quand tu as les pieds dans l'eau qu'on est dans le lac, tout simplement. Donc, vous allez voir qu'une grosse partie de votre travail, c'est ça, caractériser des plans d'eau, caractériser des lacs. Même dans les vidéos, on va le voir, le ministère de l'Environnement, une grosse partie de la job, c'est ça. Se promener en embarcation et puis avec différentes engins comme le disque de ski, des bouteilles de prélèvement. As-tu une question, Patricia? Non, elle a accroché son piton. C'était Patricia. Ça fait que vous allez voir que quand on fait un inventaire d'un lac, on va parler de la taille du lac, la grandeur. Ça fait que vous êtes obligé de sortir un GIS ou un planimètre pour évaluer la superficie du lac, la profondeur, la taille du bassin versant, et ainsi de suite. Je t'apprends à perdre la voix. Le milieu environnement, c'est quoi les peuplements, les sols, y a-t-il des rejets industriels? Fait comme il y a beaucoup de jobs à faire, même juste pour caractériser le plan d'eau. Les zones du lac, les baies, ainsi de suite, là, il n'est pas uniforme, ce lac-là. En général, vous en avez fait un rond, mais on peut avoir des grandes baies, on va le voir dans la vidéo tantôt. Là, il y a une baie, la baie Missisquoi du lac Champlain, mais ce qui fait que c'est une petite zone du lac, mais qui est très, très peu profonde, où il y a peu de circulation d'eau, même si on est dans un lac. Ça va influencer bien gros ce qu'on y retrouve dans ce milieu-là, tout simplement. D'où l'idée de regarder les zones et les formes de vie qu'on a dedans, quelles espèces qui sont dedans, le niveau d'eutrophisation du lac, parce qu'on peut les lacs qui ont un âge entre la formation du lac et puis sa disparition jusqu'à temps qu'il devienne un milieu terrestre, tout simplement. Fait qu'on appelle ça son niveau d'eutrophisation. Eutrophe, c'est... Trophe, pensez à trophie, c'est l'alimentation. C'est qu'il y a beaucoup d'aliments, puis c'est surtout de l'azote et du phosphore. Qu'est-ce qui va alimenter un lac pour le faire vieillir, tout simplement? C'est ça. Donc, le type de lac, puis les caractéristiques physico-chimiques. Tout au complet, azote, phosphore, température, transparence, turbidité, et ainsi de suite. Beaucoup de paramètres physico-chimiques qui aident à caractériser le lac. Tout simplement. C'est assez simple. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Je pense qu'on l'a déjà vu de toute façon. Les structures de milieu lotique, ça fait qu'on va avoir différentes communautés végétales qui vont dépendre de la profondeur de l'eau et de l'éloignement du rivage, qui va influencer le mouvement de l'eau puis la lumière comme telle, la quantité de lumière. Fait que vous en rappelez, on a une zone euphotique puis une zone aphotique, fait une zone où il y a plus de lumière que ce fait de photosynthèse. Une zone en dessous où ici, la lumière est absorbée et il n'y en a pas assez pour combler la respiration par la photosynthèse. Puis la limite entre les deux, c'était le point de compensation. Je pense qu'on a déjà vu. J'imagine, tout simplement. Ça fait que la zone photique, c'est là où il y a la lumière qui permet la photosynthèse comme telle. Fait que c'est cette grande zone-là, peu importe qu'on soit dans la partie littorale ou dans la partie limnétique. La partie littorale, c'est quand la lumière va jusqu'au fond. Tout simplement. Fait que là, je parle de la structure de l'écosystème aquatique. Là. Puis dans la zone photique, on va avoir beaucoup de phytoplancton pendant la saison de croissance, beaucoup de zooplancton, puis des prédateurs qui vont aller se nourrir de zooplancton. Fait que phyto, ça ressemble à ça. Des algues vertes, des euglènes, des clostridiums, des spirogyres, bref, je pense que vous l'avez vu avec André dans le cours de taxo, là, il y a une panoplie. Je pourrais vous apporter un gros livre, ça d'épais, c'est les algues. Puis des algues, c'est microscopique. Là. Il y en a très peu d'espèces d'algues dans des lacs macroscopiques. Il y en a une ou deux espèces qu'on a dans les eaux douces. Puis
Puis la grande majorité, c'est microscopiques qui font partie du phytoplancton. Fait qu'eux autres vont nourrir, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi, d'après le cours de Daniel, cette petite bébête-là? C'est une daphne. Ça ressemble à une petite daphnie, qui est un, dire, pas un crustacé. C'est un crustacé? Je pense que c'est un crustacé microscopique qui fait partie du zooplancton, qui se nourrit de phytoplancton, puis qui nourrit après ça la chaîne trophique, tout simplement. C'est ça, c'est un crustacé. Tout simplement. Ça fait que dans la zone photique, on va retrouver ça. On ne retrouvera pas de plantes fixées parce que c'est trop profond comme tel pour avoir des plantes qui sont enracinées. Dans la zone littorale, par exemple, dans la zone photique, on peut la diviser entre les deux, la zone linétique puis la zone littorale. Ici, c'est zoos, puis phytoplancton, et puis des organismes planctoniques qui bougent avec le courant de l'eau, tout simplement. La zone littorale, ben, c'est cette partie-là comme telle, des eaux chaudes, peu profondes, puis bien éclairées de la surface jusqu'au fond, avec des plantes aquatiques enracinées. Là, c'est plus des algues, là, c'est des plantes aquatiques. C'est complètement différent. Plantes aquatiques, c'est des plantes vasculaires, tout simplement, tandis que des algues, c'est des plantes invasculaires. Pas de vaisseau, même quand on va dans le milieu marin, puis qu'on parle de laminaires, Chondrus crispus, puis toutes ces espèces-là, la laitue de mer, c'est des plantes invasculaires. Oui. La zone photique, elle n'est pas inscrite sur ton dessin, c'est ça qui est juste sur la tablette? La zone photique? Moi, il n'y en a pas ou... Ben, c'est la même chose, la zone photique. Euphotique puis photique, c'est la même chose. Ah, ok. C'est la même affaire. Ça fait que ça, c'est ou photique, si tu préfères, tout simplement. Ça fait que dans cette zone littorale-là, là, si c'est en anglais, là, mais on va avoir une super grande diversité d'algues, d'escargots, de moules, d'insectes, de crustacés, de poissons, d'amphibiens. Bref, il y en a qui l'utilisent pour se cacher, il y en a d'autres qui l'utilisent pour manger, il y en a d'autres qui l'utilisent pour se reproduire, et ainsi de suite. Là. Puis curieusement, quand on parle de perturbation du milieu aquatique, c'est dans la zone littorale. C'est ça que les gens font, ou que maganent comme tel. Quand on se construit un chalet, bien, on va remblayer un peu en avant, puis on va détruire la zone littorale pour augmenter son terrain, et ainsi de suite. Là, c'est pas la zone en avant, la zone limnétique qu'on va toucher, c'est cette zone-là. Puis pourtant, c'est la zone la plus productive de l'eau. Même si c'est pas trippant. C'est ça. Puis à l'intérieur de ça, bien, on retrouve une grande diversité végétale là, qui vont des plantes émergentes jusqu'aux plantes flottantes, puis jusqu'aux plantes immergées, tout simplement. Il y a une gradation qui vont du carex jusqu'aux lentilles d'eau, qui est une plante flottante qu'on va retrouver avec le myriophylle, et ainsi de suite, l'élodée. C'est toutes des plantes qu'on va retrouver selon la quantité de lumière. Mais remarquez, ils sont tous enracinés, ou à peu près, sauf l'élodée, qui est typique d'une plante flottante. Mais la grande majorité, ce qui va les limiter comme tel ici, c'est la profondeur. Si on descend plus loin, bien, à un moment donné, la lumière ne se rend pas jusqu'au fond, fait que les plantes enracinées disparaissent. Tout simplement. Ça fait qu'un marais, si je revenais, là, ou un étang, si vous voulez, bien, c'est moins de 2 mètres, tout simplement. Ce qui fait que je peux avoir ça à la grandeur du plan d'eau. C'est une grosse différence, tout simplement. Dans la zone limnétique, c'est des eaux libres, bien éclairées, loin du rivage, pas de végétation enracinée, comme je viens de le dire, tout simplement. C'est cette zone-là où on dépasse la zone d'enracinement jusqu'au point de compensation comme tel. Là. Après ça, ici, je peux avoir de la photosynthèse, mais je respire plus que je produis d'oxygène. Vous en rappelez, la limite entre les deux, c'est le niveau de compensation de la lumière. Ce qui limite la zone profonde, la zone photique ou limnétique, si vous voulez, tout simplement. Ça fait qu'on va avoir du phyto puis du zoo, rotifère. J'ai rajouté des rotifères ici, des organismes filtreurs puis des crustacés. Celle-là, c'était une daphnie que je vous remets. Celle-là, vous en rappelez, c'est quoi? Non, celle-là, c'est un rotifère. Avec les deux sacs. Ça, c'est les œufs, les antennes. C'est un cyclope. Il y a un œil. Un œil, 2 poches, je ne sais pas. Je ne le connais pas assez. Oui, des poches à coque. Fait que c'est un cyclope, tout simplement. Puis la zone profonde, c'est là où la photosynthèse est moins grande que la respiration, toute dans cette zone-là, ici. Juste pour vous rappeler, là, la seule façon qu'on peut rentrer de l'oxygène dans un lac,
c'est par la photosynthèse ou par la diffusion de la surface. Fait qu'imaginez, là, on est dépassé cette zone-là ici, ça fait qu'ici, on ne peut plus rentrer de l'oxygène, on respire plus, même les plantes qui sont là respirent plus que produisent par de la photosynthèse. Ça fait qu'on se ramasse souvent une zone avec moins d'oxygène dans cette partie-là d'un plan d'eau, surtout quand je vais revenir plus loin, surtout quand les couches ils sont stratifiées. Il y a 2 moments dans l'année où il y a une stratification des eaux. Pourquoi? Parce que des eaux chaudes et des eaux froides, ça ne se mélange pas bien. Pourquoi? Parce que l'eau froide à 4 degrés, c'est là qu'elle est le plus lourde. Ce que ça fait, c'est qu'elle tombe dans le fond, puis que là, elle ne se brasse plus avec la surface parce qu'elle est dans le fond. Fait qu'imaginez, là, je n'ai pas de brassage, fait que je ne peux pas avoir de rentrée d'oxygène dans le fond parce qu'elle reste dans le fond, cette eau-là. Puis, je pense qu'on ne l'avait pas vu en milieu physique, mais je vois d'où va venir ce qu'on appelle la cyclicité des plans d'eau et puis la stratification des couches d'eau dans un lac. Fait que la zone profonde, ben, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, souvent un déficit d'oxygène, surtout à la fin de l'été puis à la fin de l'hiver. Parce que les seules fois qu'on peut rentrer de l'oxygène dans le fond d'un lac, c'est quand l'eau est à 4 degrés. Puis on a ça ben, à l'automne puis au printemps. Quand elle est à 4 degrés, ça veut dire au complet, c'est là qu'elle est le plus lourde. On est capable de brasser des eaux de la surface puis de les amener dans le fond. Ça fait qu'on est capable d'apporter de l'oxygène dans le fond. Ça arrive au printemps et à l'automne. Dans la plupart des lacs sous nos latitudes, oui. Oui. Donc, on peut dire que la zone limnétique, c'est la zone photique, qui comprend la zone photique, puis la zone profonde comprend la zone deltique, aphotique et pélagique. Dans la zone limnétique, tu peux la diviser en deux, la zone photique puis aphotique comme telle. C'est toute cette zone d'eau libre-là. Parce que la zone aphotique est vraiment dans le fond de la zone profonde. Oui, c'est ça. Mais tout ça ici, c'est la zone limnétique, c'est la zone qui dépasse la zone littérale de la surface jusqu'au fond. Ah, ok, parce que Ça fait que tu vas avoir c'est ça. Tout simplement. Donc, possibilité de vie, donc déficit d'oxygène qui restreint la possibilité de vie pour les organismes aérobiques. Pourquoi est-ce qu'on la ramasse avec un déficit d'oxygène? Parce qu'il y a des organismes qui sont là. Tous les organismes benthiques, toutes les bactéries qui décomposent, bien, ils respirent. Ça fait qu'ils utilisent l'oxygène qui est là. Puis si, ben, il n'y en a pas beaucoup, puis s'il y a beaucoup de choses à décomposer, on va se ramasser à la fin de l'été avec plus d'oxygène dans le fond du lac. Ou à la fin de l'hiver avec plus d'oxygène dans le fond du lac, tout simplement. Fait que la seule façon d'en apporter, c'est des brassages saisonniers. Puis je vais y revenir, là, la circulation dans les lacs, c'est une des choses majeures à retenir. Ça va être ça. Je vais y revenir. La zone benthique, mais c'est tout le fond, que ce soit dans la zone littorale ou dans la zone limnétique, où c'est tout le fond, jusqu'à la rive, puis c'est la place de la décomposition. Vous vous en rappelez, quand je vous ai parlé de la structure des écosystèmes, habituellement, l'entrée d'énergie, la photosynthèse se fait en surface, dans un champ, dans une forêt. Dans un lac, c'est l'entrée d'oxygène, la photosynthèse se fait là. Puis la décomposition, c'est sur le sol, dans le milieu terrestre, puis c'est sur le fond des lacs, dans le milieu aquatique. C'est pareil. C'est le lieu de la décomposition de la matière organique. Tout ce qui tombe, là, tous les organismes, plantes, végétaux qui tombent, bien, sont décomposés dans le fond. Si c'est mangé par un poisson, bien, éventuellement, il va chier, ce poisson-là. Ça va descendre dans le fond, puis ça va rentrer dans le cycle de décomposition des décomposeurs dans le fond, tout simplement. Fait que la zone benthique, c'est le fond du lac, c'est le lieu de la décomposition de la matière organique. On a une grosse activité biologique intense là, avec des bactéries anaérobiques puis de la fonte benthique qui sont là. Pensez aux vers, pensez aux crustacés comme les écrevisses et ainsi de suite. Toutes les larves d'insectes qu'on va retrouver dans le fond aussi, on va retrouver là. Puis ces organismes-là qu'on appelle le benthos, mais ça va varier avec la nature du substrat puis l'énergie puis la quantité d'oxygène. Fait que si c'est sablonneux, si c'est rocailleux, graveleux, on n'aura pas la même communauté benthique, tout simplement, parce que c'est ce qui limite l'implantation de ces organismes-là. Puis dans le fond, on va retrouver ce qu'on appelle du périphyton, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est péri pour dire autour, puis phyton pour dire végétaux. Fait que c'est tous les organismes qui vivent à la surface des substrats immergés.
Fait que je vous ai mis cette image-là. Là. Souvent, on a des roches qui sont gluantes, très glissantes, mais c'est des algues fixées, des algues microscopiques en quantité suffisante pour créer cette allure-là, tout simplement. Mais on va l'avoir sur les piliers de quai, sur des chaloupes qu'on laisse longtemps, ainsi de suite. Là. Ça fait que c'est des organismes qui sont fixés là, des végétaux. Oui. Périphyton, c'est juste les végétaux. Oui, phyton veut dire ça. Fixé sur le substrat. Oui. Tout simplement. Bref, c'est ça. La zone pélagique, c'est la zone d'eau libre, l'ensemble des zones des plaines d'eau, limnétiques puis profondes, tout simplement. Si j'explosais votre vocabulaire, ben, on parle de plancton. Fait qu'on peut vous avoir du phyto et du zooplancton. Je pense que vous êtes assez vieux pour le savoir. On a aussi du necton. Est-ce que vous savez c'est quoi du necton? C'est ceux qui sont capables de nager. Des poissons, des crustacés, des reptiles, des mammifères marins, castors, c'est d'un necton. Une loutre, ça fait partie du necton aussi. Ils sont capables de se déplacer tout simplement, à l'opposé du plancton qu'ils vont suivre. Puis on peut aller dans plus petit, bien, on va parler de ceston aussi, qui est toutes les particules fines qui n'ont aucune mobilité propre, qui vont se déplacer comme tel. Ça peut être vivant ou non vivant comme tel. C'est le ceston. Oui. Ça, ce vocabulaire-là, ces mots-là, il faut-tu les savoir? Bien, idéalement, oui, parce que je peux te poser une question avec, dans la question, parler de necton puis de ceston, puis si tu ne comprends pas la question, c'est difficile de répondre. Parfait. Dans ce sens-là. Fait que je vais aller quand même assez rapidement pour tomber dans le nerf de la guerre qui est la stratification des lacs, tout simplement. Puis je vais y revenir. Fait que dans la physico-chimie des lacs, puis pourquoi est-ce qu'on a le turbidimètre, on a le 10 de Secchi, qu'on a plein d'appareils, le multimètre, c'est à cause de la physico-chimie. Entre un lac et un autre, il y a beaucoup de ces données-là qui vont varier. C'est moins le cas dans le milieu aérien. Là, quand on s'en va dans le champ ou on s'en va dans le bois, bien, la quantité d'oxygène ou la quantité d'azote ne varie pas. Dans un lac, oui, ça change bien gros d'un lac à l'autre, dépendant de son type de bassin, de l'apport, des particules qu'on a dedans, et ainsi de suite. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une stratification de la lumière, qu'on a déjà parlé, là, la zone photique ou euphotique, puis la zone aphotique, tout simplement. Une stratification thermique que je vous ai déjà parlé. L'épilimnion, le métallimnion, puis l'hypolimnion. Ouais. Ça devrait vous dire quelque chose. Puis une stratification de l'oxygène aussi. Comme je vous ai dit, la seule façon qu'on peut rentrer de l'oxygène, c'est par la diffusion de la surface, l'oxygène atmosphérique qui rentre dedans par brassage, tout simplement, ou par la photosynthèse. Ce qui fait qu'on en a plus là que dans le fond, tout simplement. Puis en plus, le lieu de décomposition, c'est le fond. Puis, s'il abaisse la concentration parce qu'il décompose beaucoup, on se ramasse avec une stratification. Puis, on a la même chose, une stratification d'éléments nutritifs. Les nutriments, c'est l'azote et le phosphore qu'on mentionne souvent. Bien, les décomposeurs qui sont dans le fond libèrent cet azote et ce phosphore-là qui se ramasse dans le fond. C'est pas en surface, c'est là que se fait la décomposition. Ça fait qu'on en a plus dans le fond qu'en surface. Sauf au printemps et à l'automne, quand on a un brassage au complet. Fait qu'on a une stratification comme telle pendant l'hiver et pendant l'été. On devrait se rendre là. Fait que la stratification thermique, rappelez-vous, là, une couche chaude qui reste en surface, puis un métallimnion, une couche où la température chute rapidement, où on observe la thermocline, si vous en rappelez. La thermocline, c'est la baisse d'1 degré par mètre d'eau. Fait qu'ici, on a 21, 20 à peu près, puis rendu ici, bien, ça baisse assez rapidement pour atteindre la température la plus froide qu'on va avoir dans des lacs, qui est 4 degrés ou à peu près, hiver comme été. Fait que ça, c'est la stratification thermique. Mais on a ça pendant l'été, sur nos latitudes. Là, pendant l'hiver, on n'a pas cette stratification-là. On n'a pas la thermocline. En fait, au printemps, puis après perdre la voix, au printemps, à l'automne, quand les eaux se refroidissent, bien, on dit que la thermocline coule, elle disparaît tranquillement, pas vite. Puis, règle générale, pour caractériser les plans d'eau, caractériser les différents paramètres, il faut y aller pendant l'été quand les lacs sont stratifiés.
Parce que c'est là que c'est le plus limitatif pour la faune comme telle, parce qu'on a une stratification. Il neigeote. Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? De la neige? Un vaccin? Un vaccin. OK. Fait que si vous regardez là, la stratification thermique, c'est ça qu'on observe. Je pense que je vous en ai déjà parlé. L'épilimion des eaux chaudes, si vous regardez, l'équivalent, c'est 25 degrés ou à peu près. On se ramasse dans le métallimion qui est là, qui a la chute rapide de la température. Avec quelques mètres de profondeur, on chute jusqu'à atteindre à peu près 4 degrés, qui est stable jusque dans le fond. C'est la stratification thermique. Épilimion, c'est pour de l'eau, épi autour, méta, puis hypo qui est en dessous, l'hypoglycémique, c'est en dessous, mais hypolimnion, c'est ce qu'on a en dessous de la thermocline, tout simplement. Donc, là, je tombe dans le nerf de la guerre. S'il y a une chose que vous devriez commencer par saisir, c'est ça. Puis les quelques images qui viennent, là, avec les 4 saisons qu'on a dans le sud, je vais recommencer qu'on a ici. Fait que la stratification thermique est influencée par les saisons, ce qu'ici, au Québec, on a des étés chauds qui permettent d'avoir une stratification, comme on le voit, là, des couches de différentes températures qui empêchent la libre circulation de l'eau sur toute la colonne d'eau. Puis on a des hivers froids qui viennent aussi stratifier les eaux. Puis on a des printemps et des automnes assez frais, ce qui permet un brassage comme tel. Fait que dans la plupart de nos lacs, ils sont assez profonds pour avoir une stratification, pour avoir une thermocline. Cette thermocline-là empêche la circulation entre l'épi et l'hypolimnion en raison de cette chute de température-là importante. Puis, veut pas des lacs assez profonds pour avoir ça, puis ça va influencer la stratification d'oxygène, beaucoup d'oxygène en surface, peu dans le fond, puis beaucoup de nutriments dans le fond, puis peu en surface. C'est ça. Fait que on va le regarder, puis on va commencer par l'hiver, tout simplement. Fait qu'en hiver, les eaux les plus froides du lac se trouvent juste sous la couche de glace. Fait que ce qu'on a, c'est qu'on a à peu près, on a une couche de glace qui est formée parce qu'il fait moins 20 dans l'air, mais en dessous, c'est 2 degrés, tout simplement. Fait que c'est là que l'eau est la plus froide qu'on a. Puis l'eau, comme on voit en descendant, on se ramasse 4 degrés parce que l'eau douce, elle est plus lourde à 4 qu'à n'importe quelle autre température. À 5, elle va être plus légère. À 6, elle va être plus légère. À 3, elle va être plus légère. À 4, c'est là qu'elle est la plus lourde. C'est un processus physique dû à la polarité de la molécule d'eau. Fait que je n'irai pas plus loin que ça. Anyway, j'en sais pas plus. Mais grosso modo, c'est ça. Fait que si vous regardez sur le graphique, ce que ça donne, c'est qu'en surface, les eaux, ils sont riches en oxygène, un petit peu plus profondément, puis en bas, elle descend en très faible concentration parce qu'il se fait de la décomposition, même pendant l'hiver. Les décomposeurs qui sont à 4 degrés sont capables de fonctionner, un petit peu ralentis, mais sont capables de fonctionner jusqu'à abaisser le niveau d'oxygène jusqu'à 0. Là, il meurt ou il rentre en dormance? Pardon? Quand le niveau d'oxygène diminue, est-ce qu'il meurt ou il rentre Il en meurt. dormance? Pour certaines espèces, ceux qui sont très sensibles au manque d'oxygène, ils vont mourir. Fait qu'on peut avoir au dégel là, plein de poissons qui remontent en surface morts. On appelle ça un winter kill. Ce que ça nous donne une idée, c'est que très de bonne heure, pendant l'hiver, il a manqué d'oxygène, puis ils sont morts. Barbottes, ils vont être capables de toffer ça, mais certaines espèces, comme des salmonidés, eux autres, c'est des poissons exigeants en oxygène, mais ils vont mourir, tout simplement. Winter kill que ça donne, oui. Avec le fait que ça les vide en surface, et qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans toutes les heures qui ont rentré, où il y a beaucoup de matière en décomposition, c'est que les décomposeurs ont travaillé fort, ils ont respiré fort, puis sont allés chercher tout l'oxygène, tout simplement. Dans les conditions du lac. Mais s'il y a beaucoup de matière, s'il y a beaucoup de végétaux qui sont tombés dans le fond, les décomposeurs vont avoir beaucoup de choses à manger, donc ils vont respirer beaucoup, donc ils vont faire baisser rapidement le niveau d'oxygène. Dans un lac en eutrophisation, c'est plus propice à arriver ce genre de Oui.
Puis comment on eutrophise un lac, c'est en y mettant des engrais. Si tu mets beaucoup d'engrais, bien, les végétaux vont pousser pendant la saison de croissance, fait que beaucoup de végétaux vont tomber dans le fond, puis ils vont en avoir beaucoup à se faire décomposer, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est pendant l'hiver. Fait que beaucoup, comme vous voyez, là, un petit peu moins d'oxygène en surface, plus dans le milieu, puis dans le fond, bien, faible concentration d'oxygène à la fin de l'hiver. C'est beau. Puis là, comme vous voyez ici, là, on a les températures entre la surface jusqu'au fond. Fait que ça, c'est le premier, l'hiver. Si on allait au printemps, là, au printemps, le soleil fait fondre la glace puis amène la température de la couche superficielle à 4 degrés. Puis souvent, au printemps, il vente. Fait que les vents dominants, les vents forts permettent, comme je dis, l'eau à 4 degrés, c'est là qu'elle est la plus lourde. Fait que ça permet d'un bon brassage de la surface jusqu'au fond. Parce qu'elle a toute la même densité, là, il n'y a plus de stratification, il n'y a plus de différentes couches, comme de l'huile puis de l'eau. Fait que l'eau de cette couche superficielle s'enfonce sous les couches froides sous-jacentes, ce qui fait disparaître la stratification thermique qui s'est établie pendant l'hiver. C'est là la stratification thermique que je disais qui disparaît. L'eau ici de surface atteint 4 degrés, ce qu'on permet un brassage avec les vents en plus, puis là, c'est plus glacé. Fait que les vents sont capables. Fait qu'en l'absence de stratification thermique, les vents printaniers mélangent les eaux. Les eaux profondes reçoivent de l'oxygène, du dioxygène dans ce cas-là, de O2. Puis, rappelez-vous, les seules façons qu'on peut libérer des nutriments, des éléments nutritifs, c'est par la décomposition. En milieu forestier, c'est la litière qui se fait décomposer. Dans le fond, c'est les algues, c'est les organismes qui sont morts, c'est les fesses des organismes qui sont morts, ça fait qu'il n'y a pas d'apport d'éléments nutritifs en surface. Dans un lac naturel, oubliez les chalets qui éclagent du phosphore avec des engrais dans la pelouse et ainsi de suite. Fait que la seule façon qu'on peut amener des éléments nutritifs, c'est d'en amener du fond. Fait que le brassage au printemps amène de l'oxygène de la surface dans le fond, puis amène des éléments nutritifs du fond en surface. Puis le phytoplancton, ça y prend des éléments nutritifs, ça y prend du phosphore, puis de l'azote pour pousser. Puis s'il n'y en a pas, bien, il n'y a pas beaucoup de croissance. Puis rappelez-vous, l'entrée d'énergie dans un lac, c'est les végétaux, c'est le phytoplancton. La seule façon qui est capable de croître, c'est que ça y prend des éléments nutritifs qui reviennent d'en haut. Fait qu'on a un premier brassage. Ce que ça donne, c'est beaucoup d'oxygène de la surface jusqu'au fond. Là, on se ramasse à 10 ou à peu près milligrammes par litre, qui est la quantité maximale d'oxygène qu'on peut mettre, dans des eaux à 12 degrés, à 4 degrés, je vais l'avoir. À 4 degrés, tout simplement. Fait que forte concentration de la surface jusqu'au fond. On a à peu près ça, concentration moyenne de l'oxygène. Fait qu'on se ramasse au printemps comme ça. C'est simple. À l'été, bien là, veut pas, les eaux de surface se chauffent, ramassent à 22, 20 degrés. Rappelez-vous, les eaux à 4 degrés sont les plus lourdes, ça fait qu'eux autres vont rester dans le fond. C'est là qu'on a notre stratification. L'épilimion, le métallimion avec la thermocline, là, comme vous voyez, on passe de 18 à 8 en quelques mètres seulement. Fait qu'on a une grosse chute de température comme telle entre les deux, puis après ça, on a des eaux les plus denses qui restent dans le fond. Fait que cette stratification-là empêche le brassage. Fait qu'on a un petit peu moins d'oxygène en surface, puis comme on le voit, là, ça descend, puis on peut se ramasser avec aussi un summer kill. Si jamais il y a beaucoup de décomposition à faire, je ne peux plus rentrer d'oxygène. Les eaux, ils ne communiquent pas. Rappelez-vous, les seules façons d'en rentrer, c'est par diffusion puis par photosynthèse, puis qui sont en surface. Fait que pendant l'été, une stratification thermique réapparaît. L'eau chaude de la surface est séparée de l'eau froide du fond par la thermocline. Puis une mince couche d'eau du lac où le gradient thermique est abrupt, c'est la thermocline tout simplement. Fait qu'on a cette quantité-là, grosse chute d'oxygène et puis presque plus à la fin. Si on a beaucoup de matériel à décomposer, mais on va se ramasser en anoxie à la fin de l'été, puis ce qu'on appelle un summer kill dans ce cas-là. Puis pour avoir ça, mais rappelez-vous, ça prend beaucoup de matériel à tomber dans le fond, beaucoup de travail par les décomposeurs, beaucoup de respiration par la décomposition, jusqu'à tomber en anoxie. Beaucoup de chaleur. Bien, ça aide. Si on a beaucoup de chaleur, bien, ça fait les plantes aquatiques poussent plus. Puis une des façons d'avoir beaucoup de chaleur, là, c'est
de dévégétaliser le pourtour du lac. Imaginez, là, on a des chalets, puis tout le monde veut avoir du gazon pour voir le lac, mais quand on enlève toutes les arbres, la couche des arbres, d'habitude, ça fait de l'ombre comme tel sur le plan d'eau, ce qui empêche le réchauffement de l'eau. Fait que là, quand on coupe ces arbres-là, la première chose qu'on dit aux gens, si on veut augmenter, diminuer la température de l'eau du lac, c'est laisser de la végétation là, tout simplement. Puis imaginez en plus, là, si j'ai un beau chalet qui est ici, puis je mets un quai de béton, mais le quai de béton, lui, il est chauffé toute la journée par le soleil qui tape dessus, puis la nuit, il relâche la chaleur qui est emmagasinée pendant la journée. Fait que ça, c'est une autre façon majeure d'augmenter la température de l'eau. Puis plus l'eau est chaude, plus c'est stratifié, puis plus la végétation croît. Justement, il y a des lacs que bon, il y avait juste de la roche tout le tour, puis finalement, ça garde tellement la chaleur, c'est ça. Exactement. Mais c'est, comment je dirais, c'est par méconnaissance comme telle, on ne sait pas, on trouve ça beau. Aussi, l'autre principe, un des principes pour limiter l'érosion, mais c'est parce que le problème, c'est que s'il laissait de la végétation, différents types de végétaux, il y en aurait moins comme tel. Ben, ah non, je veux voir, là, puis c'est pas le fun d'aller jouer quand il y a des quenouilles, puis aller jouer dans l'eau, ils veulent se faire une plage privée, bien la plage est soumise à l'érosion, et ainsi de suite, puis ça fait du réchauffement. Fait que c'est la problématique pendant l'été. Puis à l'automne, bien, même chose qui arrive. À l'automne, l'eau de couche superficielle refroidit rapidement au contact de l'air froid, puis elle va s'enfoncer rendu à 4 degrés, puis là, on a un brassage. Fait qu'on a 2 brassages, un au printemps, puis un à l'automne, qui vient renouveler l'oxygène du fond, puis qui vient renouveler les éléments nutritifs en surface. C'est pas dans tous les lacs, dirait Daniel, mais dans la grande majorité des lacs qu'on a sous nos latitudes. Les lacs trop profonds, des fois, l'eau n'est même pas capable de se faire brasser du fond jusqu'en surface. Admettons, là, les lacs dans les pays, ben, admettons juste aux États-Unis, plus dans le sud, il n'y a pas de stratification, mais il reste stratifié à l'année. OK, fait que dans le fond, là, vraiment, rien partout. Oui. Presque. Il y a des changements de température pareil, mais c'est pas assez pour faire un brassage. Quand c'est pas assez pour atteindre 4 degrés, pour que l'eau du fond se ramasse dans le fond. J'imagine que justement, dans les grands lacs, il y a un brassage, mais pas si grand que ça. C'est ça. Ça va pas jusqu'au fond parce que c'est. On se ramasse en anoxie avec pas grand-chose dans le fond de l'eau, tout simplement. Autre que des décomposeurs. Il faut que vous connaissiez ça. C'est comme le savoir, puis le maîtriser. Tout ça. Qu'est-ce qui se passe l'été, l'automne, le printemps et l'hiver dans les lacs sous nos latitudes? C'est le squelette un peu dans lequel baignent tous nos plans d'eau. C'est simple, mais si vous ne maîtrisez pas ça, c'est difficile après ça de comprendre le phénomène d'eutrophisation des lacs, tout simplement. Fait que je peux bien commencer, on a le temps. Fait que faut comprendre que les écosystèmes lantiques, ils ont une évolution naturelle. Ils vont évoluer d'un lac sans perturbation humaine. Puis cette évolution-là se fait sur plusieurs milliers d'années. Ça prend des milliers d'années pour partir d'un... Quand on parle d'eutrophisation, c'est un vieux lac, un lac eutrophe, mais on va partir d'un lac jeune qu'on dit oligotrophe. Puis oligo, c'est peu d'éléments nutritifs. Fait qu'il il commence peu d'éléments nutritifs, une eau claire avec peu d'algues dedans parce qu'il y a peu d'éléments nutritifs. Puis elle est claire parce qu'il y a peu d'algues dedans, peu de zooplancton, peu de phytoplancton, peu de production de poissons aussi. Puis il finit par s'eutrophiser, vieillir avec le temps, puis il va disparaître pour devenir éventuellement un milieu terrestre selon une succession écologique normale. C'est de la succession primaire dans ce cas-là. Là, on part d'un milieu aquatique pour se ramasser un milieu terrestre. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle une eutrophisation naturelle, là, qu'on part d'une zone oligotrophique avec des eaux assez claires, avec peu de sédiments dans le fond, avec des milliers d'années qui s'espacent. Il va passer par une mésotrophie dans le milieu à peu près. Fait, comme on le voit, bien, il commence à se combler avec, dans le fond parce qu'en vieillissant, il y a plus de matériel qui s'accumule dans le fond, plus de sédiments. Et puis, ben, rendu après des centaines de milliers d'années, une eutrophisation, puis
hyper-eutrophisation, ça fait comme on le voit, il est comblé avec beaucoup de sédiments, il est verdâtre avec beaucoup d'algues microscopiques, puis beaucoup de plantes enracinées sur le bord, parce que le fond est assez profond, assez élevé, pour que la lumière se rende jusqu'au fond, tout simplement. Donc ici, peu de végétaux dans le bord, ça commence à augmenter, puis il y en a pas plusieurs. Ça, oui, Gabriel. Voilà, ça devient un marais. Ça va devenir un marais, puis éventuellement un milieu terrestre. Oui, il va finir par se combler à la longue. Ça, c'est naturel. Fait comme vous voyez, des milliers d'années. Quand l'humain arrive, on peut avoir ce qu'on appelle une eutrophisation anthropique reliée à nous autres, reliée à l'augmentation rapide des éléments nutritifs. Puis comment? Avec le ruissellement urbain, les rejets industriels, des fertilisants, des pesticides, ça fait que tout ce qu'on met là, sur nos gazons, c'est des fertilisants pour avoir des beaux gazons, c'est aussitôt qu'il pleut, que c'est pas absorbé par les végétaux, que ça se ramasse dans les plans d'eau. Fait qu'un vieillissement prématuré relié uniquement aux activités humaines. Érosion, sédimentation, puis pollution diffuse des chalets là, avec les fosses septiques. Fait qu'on se ramasse avec une eutrophie puis une hyper-eutrophie dans les cas de dizaines d'années, tout simplement. Juste à cause de nous autres. C'est ça. Fait que, bref, c'est pour ça qu'il existe, comme j'en parlais tantôt, là, j'en ai parlé à Gaël, il y a un organisme qui s'appelle le RAPPEL. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il me semble que je l'ai encore, si j'allais vous montrer ce que c'est, je l'ai ici peut-être. Je vais juste aller chercher le RAPPEL. Accueil le RAPPEL. C'est, comme vous le voyez, c'est des experts conseils en environnement et en gestion de l'eau. Puis eux autres, tout ce qu'ils font, c'est former les gens, c'est un organisme Sherbrookeois, là, former les gens sur la gestion de l'eau, sur éviter justement le vieillissement, l'eutrophisation anthropique un petit peu trop accélérée. Fait que si vous regardez, là, ils ont des documents, outils et publications. Dans les guides didactiques qu'ils donnent, il y en a sur la lutte à l'érosion sur les sites en construction, parce que c'est une des façons de faire vieillir un lac, d'envoyer plus de sédiments dans le fond du lac. Contrer l'érosion des chemins forestiers, gestion environnementale des fossés, ainsi de suite, puis les rives, puis comment renaturaliser ta rive. Si on clique dessus, vous allez voir, ils ont un guide qui est gratuit, qu'on peut l'avoir en PDF. Puis obtenir le guide de papier gratuitement, c'est justement comment végétaliser devant ton lac, devant ton chalet, et ainsi de suite, pour éviter que tu fasses vieillir prématurément ce lac-là. Fait que c'est une belle place pour travailler, une belle place pour faire un stage. C'est vraiment, le domaine, c'est les eaux, puis la gestion des eaux. Puis c'est à peu près dans toutes les municipalités, on a des problèmes de lacs. Veux pas, on est chanceux au Québec, on a beaucoup de lacs, mais la grande majorité, on va conduire des chalets dessus, puis on finit par les faire vieillir. Puis ce que ça amène, ça va amener le développement d'algues, le développement de cyanobactéries qui empêchent la baignade. On va le voir tantôt dans la vidéo, là. Fait que si vous regardez, ils ont des fiches informatives aussi intéressantes sur les algues et les cyanobactéries, comment faire de l'aménagement riverain, c'est quoi un bassin versant, les bernaches et les canards, je les nourris dessus, je fais quoi avec un castor, bref, c'est toutes des problématiques qui entourent un lac comme tel, puis la quantité de chlorophylle, tous les paramètres physico-chimiques. Les composantes d'un lac, le cycle de l'eau, l'érosion, l'eutrophisation, il y a aussi une fiche là-dessus. Fait que c'est le nerf de la guerre. Puis il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'argent de mis là-dessus, là, c'est sûr et certain. Parce qu'imaginez, quand tu as un beau chalet, c'est pas n'importe qui a un chalet, c'est ceux qui ont de l'argent. Puis quand tu n'es plus capable d'aller te baigner, ben ça fait chier les propriétaires de chalets, les propriétaires riverains. Ça fait que là, ils mettent beaucoup d'argent pour contrôler ces plantes aquatiques-là, pour augmenter la quantité d'oxygène dissous, et ainsi de suite. Alors, regardez juste ici, sur le lac des Nations, pourquoi il y a une fontaine? Pour mettre de l'oxygène dans l'eau. Ça fait beau, là, c'est sûr et certain, mais c'est une des façons de contrer le vieillissement de ce plan d'eau-là, c'est de rajouter de l'oxygène qui en a pas assez parce qu'il y a trop d'éléments nutritifs dans le fond de l'eau.
C'est bien malheureux, là, mais c'est ça. Fait qu'il y a une autre façon, c'est que dans vos aquariums qu'on a à la maison, c'est pas des fontaines qu'on met, c'est des ballons dans le fond. Puis entre vous et moi, ça coûte moins cher pomper de l'air que pomper de l'eau. Fait que c'est bien plus simple. On fait qu'on aurait pu mettre des ballons tout simplement de la surface jusqu'au fond. Puis en plus, ça rajoute de l'oxygène de la surface, du fond jusqu'à la surface avec des ballons. Tandis qu'une fontaine, ça fait juste oxygéner ou à peu près la couche superficielle de l'eau. Oui. Des ballons, tu veux dire un système... Comme un système de filtreur, là, tu mets une pompe d'air, puis ça te fait relâcher par le fond, comme dans un aquarium, tout simplement. Parce que je cherchais un système pour aérer mon lac. C'est la meilleure façon, c'est ça. La meilleure façon, c'est ça. Sans être plugué. Sans être plugué. Des fontaines, puis il y a une succion qui a un retour, mais c'est une fontaine. Oui, c'est ça. C'est pas des systèmes de ballons, tout simplement. Fait que bref, tout ça pour dire que si les plans d'eau vous intéressent, mais quand on travaille sur les lacs, oui, faire de l'inventaire de poissons, mais il y a beaucoup de physico-chimie, c'est beaucoup relié à ça. Le ministère de l'Environnement travaille beaucoup là-dessus pour essayer de contrôler l'eutrophisation des plans d'eau par les différentes façons. Là. Il y a des jobs d'été, tout ce qu'ils font, c'est aller faire des prélèvements d'eau pour faire pousser des coliformes. On le sait, les codes de plage, c'est A, B, C, D, pour voir, bon, ben il y a trop de coliformes, on ferme la plage. Fait que s'il y a trop de coliformes, ça nous donne une idée qui a été beaucoup salie par des fosses septiques déficientes ou ainsi de suite, là, qui débordent parce qu'on a eu un coup d'eau, tout simplement. Donc, si je regardais juste, avant de finir, on peut parler d'un lac oligotrophe puis un lac eutrophe, là, cette zone-là, c'est oligotrophe, un lac jeune avec des eaux claires, avec un fond peu élevé, puis un lac eutrophe vieux. Bien, un lac oligotrophe, habituellement, il est profond. On va avoir un épilimnion relativement froid. L'épilimnion, c'est la couche du dessus, rappelez-vous. Règle générale, les eaux sont pauvres en nutriments. On va avoir un phytoplancton limnétique pas très productif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments nutritifs. On n'a pas beaucoup de phytoplancton, ce qui fait qu'on va avoir des eaux très claires. Là. Si on n'a pas beaucoup de phytoplancton, bien, les eaux sont blanches. Là. Le phytoplancton, c'est microscopique. Quand il y en a beaucoup, bien, les eaux deviennent un petit peu plus turbides, on dit, là, moins transparentes. Quand on prend le 10 de Secchi, là, on est capable de le descendre plusieurs mètres, puis on le voit encore dans un lac oligotrophe. Fait que la zone limnétique produit peu de détritus. La zone limnétique, c'est les zones d'eau libre. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'algues, pas beaucoup d'éléments nutritifs, bien, il n'y a pas grand-chose qui tombe dans le fond, mort, tout simplement. Ce qui fait qu'on a un hypolimnion avec beaucoup d'oxygène tout au long de l'année parce qu'il n'y a pas grand-chose à décomposer. Pas grand-chose à décomposer, bien, pas de respiration pour les décomposants. Marie-Ève? Ça se peut, un lac oligotrophe, les eaux sont pas claires. Oui. Des essences, moi, mon lac est rouge. Mais ça dépend du bassin. Il est rouge à cause des types de sol que d'auto. La coque, là, mais le fer, mon sol, il est argileux ferré. Je pense que c'est ça. À cause du bassin, tout simplement. Mais quand on parle d'oligotrophe, c'est par rapport à la quantité d'éléments nutritifs qu'il y a dedans. Tout simplement. Puis eutrophe, bien là, il y en a beaucoup, beaucoup. Fait que ces lacs-là vont être peu profonds, comme on le voit, là. Rendus ici, ils sont rendus beaucoup moins profonds. Fait que si c'est moins profond, bien, l'épilimnion est relativement chaud parce qu'il est moins profond, c'est plus facile de chauffer. Quand je vous parlais de la baie Missisquoi dans le lac Champlain, bien, la baie Missisquoi, elle est peu profonde, en grandeur de la baie, ce qui fait qu'on a une zone du lac qui est pas mal plus chaud. Puis plus chaud permet une meilleure croissance des plantes aquatiques. Forte teneur d'éléments nutritifs, phytoplancton limnétique très productif parce que tu as beaucoup d'éléments nutritifs. Là, on vous donne de l'engrais, ça fait que le phyto, il pousse, on n'a pas le choix. Ce qui va donner des eaux troubles, on rentre le 10 de Secchi, puis quelques centimètres, puis il disparaît parce qu'on a beaucoup de phytoplancton. La zone limnétique produit beaucoup de détritus. Là. Ces algues-là finissent par mourir, ça fait qu'ils tombent dans le fond. S'ils tombent dans le fond, bien, beaucoup de décomposeurs qui travaillent, puis on se ramasse avec, au cours de l'été, finit par épuiser l'oxygène dissous. Puis, quand je parle de l'été, parce qu'on a une stratification là, qui empêche l'entrée d'oxygène puis de l'amener jusque dans le fond.
Fait que tout ça tient, comme on le voit. Il faut comprendre la cyclicité des lacs, puis la stratification pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se ramasse là dans un lac eutrophe. Tout simplement. Je pense que je vais prendre une pause. Ou on va prendre une pause. Fait qu'allez vider votre vessie. Allez faire des bonhommes de neige. Fait que t'as un petit 10 minutes de pause, les amis. Oui. Vous êtes supposé dire oui. Mais c'est correct. J'arrête l'enregistrement.